à l'intervenant suivant, que je me réjouis de voir pour la première fois ici, M. Roland Adjovi, sur la question de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la gouvernance africaine, et un panorama de la jurisprudence de la Cour, en tout cas une présentation de la jurisprudence de la Cour liée aux élections. Je suis très heureux, après que nous nous soyons fréquentés par écrit interposé, de vous rencontrer et de pouvoir échanger ici pour la première fois, M. Adjovi. Vous êtes dans la présentation que nous avons ici, vous êtes arbitre et consultant international, et surtout, on vous connaît aussi comme ancien membre du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Très heureux de vous écouter maintenant avec beaucoup d'intérêt. Vous avez la parole. Merci infiniment. Je suis désolé du cadre dans lequel je vais parler. Vous allez entendre des bruits à côté. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que ma voix porte mieux que les bruits connexes. Sur la présentation, je corrige juste que je ne suis pas arbitre au sens classique. Je suis juge dans un tribunal disciplinaire du sport. C'est des procédures d'arbitrage, mais c'est pas, il y a arbitre au sens où on le discute ici. Ce que j'ai l'intention de faire, ce n'est pas vraiment faire un panorama. Je n'ai pas eu le temps de vérifier toute la jurisprudence, mais souligner la pratique de la Cour et des instruments qui l'encadrent vis-à-vis des élections, de la gouvernance électorale, donc de la gouvernance démocratique. En fait, les droits de l'homme ont plusieurs dimensions, comme vous savez, et ce qui nous intéresse ici, c'est la dimension des droits politiques. Et il faut déjà identifier les normes qui sont pertinentes pour ces droits politiques. Et je vais ici souligner deux catégories de normes ou deux types d'instruments. Ensuite, nous allons regarder quelques jurisprudences et comment ces jurisprudences ont contribué à la compréhension de ces normes et au contrôle des élections dans le contexte africain. Naturellement, le tout premier instrument, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et il y a des dispositions plurielles sur les droits politiques. Je citerai notamment l'article 25 qui est central, l'article 13 plutôt, qui est central sur le droit à la participation de la vie publique, qui correspond plus ou moins à l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques, mais naturellement, la liberté de conscience, le droit à l'information, la liberté d'association, de réunion et de mouvement, tous ces droits font partie des droits politiques qui nous intéressent. Il faut ajouter à ça le droit à l'autodétermination, donc des droits collectifs qui ont un impact tout à fait politique et qui peuvent influencer les élections ou la gouvernance démocratique dans un État. L'intérêt de la charte, c'est que la ratification est quasiment universelle sur le continent. Le seul État qui, à mon avis, n'a pas ratifié, si je ne m'abuse, et je parle sous le contrôle de tous, serait le Maroc et probablement le Soudan du Sud, dernier État né. Sinon, tous les autres États ont ratifié la charte. Donc, c'est un instrument qui s'applique à tous et l'interprétation de la charte par la Cour, c'est une interprétation qu'on pourra étendre à tous les autres États pour avoir ratifié. Dans le cas du Soudan du Sud, ils ont fait une déclaration unilatérale qui permet de leur appliquer la charte indirectement, mais je ne suis pas au courant qu'ils aient engagé une procédure de ratification formelle. Une question qui demeure, qui n'a pas été traitée à mon avis et qui n'a pas été approfondie non plus à mon avis, c'est l'impact des devoirs de l'individu. La charte offre cela de particulier, qui a des dispositions spécifiques sur les devoirs de l'individu. Je ne suis pas convaincu que ce soit une spécificité purement africaine, puisque, à mon avis, les autres instruments
régionaux ou universels qui ne parlent pas des droits de l'individu n'excluent pas des obligations à la charge de l'individu. Mais ici, on a l'avantage que c'est bien dit, c'est spécifiquement inscrit dans la charte. Et à mon avis, la question de l'obligation de l'individu, du citoyen, de participer au processus électoral est une question qui n'a pas encore été traitée ou approfondie. Est-ce que, par exemple, l'abstention aux élections est un droit où l'individu a l'obligation de participer à un processus électoral, à un processus de vote? On peut en débattre, mais à mon avis, cette question, elle n'a pas été traitée encore. Il faut regarder les autres instruments et pour ce qui m'intéresse directement, il y a un seul instrument que je vais relever ici, c'est la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance et des élections en Afrique. Cette charte, c'est une charte très courte, à peu près 10 articles, si mes souvenirs sont exacts, offre dans son article 3 quelques principes démocratiques, la séparation des pouvoirs, l'indépendance des institutions judiciaires, offre dans son article 4 le principe de l'état de droit, respect du cadre légal de l'État et la participation populaire. La démocratie, c'est que l'ensemble des individus contribuent au choix des dirigeants et contribuent au choix des normes qui encadrent la société. Et il y a ensuite l'article 5 qui reprend la prohibition du changement anticonstitutionnel en imposant le respect de l'ordre constitutionnel aux États avec tout le flou qu'on sait sur qu'est-ce que c'est que l'ordre constitutionnel parce que quand l'Union africaine contribue à une transition constitutionnelle qui n'est pas conforme à la Constitution, c'est que l'Union africaine contribue à un changement anticonstitutionnel, ce qui est contraire à la norme de base. Donc, voilà le deuxième instrument qui va nous donner des éléments normatifs sur le sujet. L'intérêt de cet instrument, c'est qu'il a été ratifié par moins d'États. Je disais que la Charte africaine a été ratifiée par l'ensemble des États, excepté le Maroc et le Soudan du Sud, si je ne m'abuse. Ici, il n'y a que 34 États qui ont ratifié. Et dans le cadre de la Cour, il faut encore vérifier les États qui ont ratifié le protocole de Ouagadougou. Quels sont les États qui ont ratifié la Charte? Donc, la Charte aura un moins grand impact, mais cela n'empêche pas que c'est important de souligner. Sur le plan de la jurisprudence pertinente, j'ai relevé 3 affaires. Vous ne serez pas surpris si je parle de l'affaire du révérend Mtikila, puisque j'étais le conseil principal du requérant et c'était la première affaire que la Cour a traitée au fond. Et je parlerai ensuite de l'affaire APDH contre la Côte d'Ivoire. Et il y a toute une série d'affaires concernant la Côte d'Ivoire et le Bénin. J'en parlerai aussi. Donc, trois groupes d'affaires. Premièrement, l'affaire Mtikila, ce qui est intéressant ici, c'est que le requérant se plaignait que la Constitution, le cadre constitutionnel de son pays, ne permet pas qu'il soit un candidat indépendant. Autrement dit, pour être candidat aux élections en Tanzanie, il faut être soutenu par un parti politique. Et pour qu'un parti politique vous soutienne, il faut que vous soyez associé au parti politique. Même si vous n'êtes pas membre, il faut que vous vous soumettiez à un diktat du parti politique. Autrement dit, dans quelle mesure vous avez la liberté d'association, dans quelle mesure vous avez la liberté d'opinion, surtout dans le champ politique, c'est ce qu'on contestait. Et intéressant, la Cour a reconnu que la disposition constitutionnelle qui existait, et cette disposition avait un cadre circonstanciel très particulier, je ne vais pas y revenir, mais je l'expliquerai rapidement. Donc, la Cour a reconnu que cette disposition viole le droit de l'individu à participer à la vie privée en conditionnant cette participation à une association politique, à une adhésion, à une opinion politique. En fait, en Tanzanie, le parti unique a voulu empêcher une division sur des bases ethniques et régionales en mettant en place une disposition
qui, dans le contexte de la démocratisation du multipartisme, allait lui garantir la même mise sur le système. Donc, en imposant que les candidats soient associés à un parti politique, le parti au pouvoir, qui était un régime de parti unique, se donne le pouvoir de contrôler qui vont être les candidats aux élections, puisque c'est le seul parti en place. S'il vous faut un soutien d'un parti politique, vous êtes obligé d'aller vers le 6e pour être candidat aux élections. Et en même temps, on a compliqué la création des partis politiques. Donc, c'est très circonstanciel. Et je dois avouer, hein, en toute honnêteté, je ne parle pas en tant que le conseil de feu révérend Mtikila, empêcher des divisions ethniques et régionales, c'est important. Et c'est une spécificité de la Tanzanie où on a très peu de tensions régionales, de tensions ethniques, contrairement à d'autres pays. Est-ce que c'est cette règle qui a permis d'éviter? Je n'en sais rien. Mais je reconnais que les tensions ethniques qu'on a ailleurs, on ne les a pas au même niveau dans ce pays où tout le monde parle le Swahili. N'empêche que Mtikila a gagné, il a gagné, et ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher des candidatures individuelles indépendantes aux élections, on ne peut pas imposer aux individus d'être associés à un parti politique pour être candidat aux élections. Cette question est très intéressante parce qu'elle n'est pas pertinente que pour la Tanzanie. Il y a d'autres pays africains qui ne permettent pas des candidatures individuelles indépendantes. Ce qui est intéressant ici, c'est l'issue du dossier. La Cour, en reconnaissant que c'est une violation du droit du révérend Mtikila et de tout citoyen tanzanien qui ne voudrait pas être associé à un parti politique, a émis une injonction à l'État de procéder à une modification constitutionnelle. C'était génial. On demande à l'État de changer sa constitution pour respecter une disposition des droits de l'homme. Et la question que ça soulève immédiatement, c'est quelle est la mise en œuvre? Je peux vous dire, depuis que l'arrêt a été rendu, la Tanzanie a tourné autour du pot, a fait des rapports de mise en œuvre approximative, où la Tanzanie dit clairement que la mise en œuvre est soumise à la volonté populaire puisque le projet de révision constitutionnelle sera soumis à référendum. Autrement dit, si le peuple décide d'adopter une constitution qui va à l'encontre de ce que la Cour a dit, le peuple aura décidé, le peuple est souverain. Mais c'est le même peuple qui a accepté la prééminence de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, il y a une contradiction et en fait, on est face au jeu politique où la Cour n'a pas les moyens d'imposer la mise en œuvre de ces décisions, de contrôler cette mise en œuvre et de s'assurer que l'État se met en ordre pour exécuter, pour se conformer à la décision internationale. Donc, la décision, elle est belle, elle est bienvenue. Malheureusement, on ne peut pas garantir qu'elle va être mise en œuvre. Et les autres États qui ont la même disposition, une disposition similaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. De toutes les façons, la Cour n'a jamais voulu les impliquer dans la procédure, alors qu'on avait bien demandé à la Cour d'inviter les autres États, puisque c'est une question d'intérêt général sur le continent. Ensuite, l'affaire ABTT contre la Côte d'Ivoire. Ici, ce qui était intéressant, c'était l'indépendance de la Commission électorale nationale. C'est-à-dire que le pouvoir en place a procédé à une composition des organes électoraux pour s'assurer que les membres du parti au pouvoir ont une prééminence et évidemment, ça va permettre qu'ils valident plus ou moins des résultats en faveur du pouvoir en place. L'opposition et la société civile a contesté et ils ont gagné et la Cour a reconnu que la façon dont ces organes de contrôle à différents niveaux ont été constitués avec des présidences essentiellement du parti au pouvoir affectent l'indépendance de ces organes de contrôle et ordonné à la Cour, à la Côte d'Ivoire de modifier le cadre législatif, le cadre légal,
pour qu'il y ait un contrôle plus balancé. Ce qui est intéressant ici, c'est que la décision, si elle porte sur la commission électorale, peut être transposée aux organes juridictionnels de contrôle de l'élection. Vous avez des pays où le pouvoir en place va modifier la composition de la Cour constitutionnelle ou va modifier la composition de la Cour suprême, organe qui va valider le processus électoral. Et ils vont le faire quelques mois avant les élections, ils vont le faire quand ils sont intelligents, quelques années avant les élections, mais avec une vision claire et sournoise, il ne faut pas se leurrer. Cette jurisprudence va permettre à la Cour de dicter ce qui doit être fait, ce qui est conforme au respect des normes conventionnelles en matière de protection des droits de l'homme. Mais ces normes conventionnelles ne sont pas suffisamment précises et donc, il faut regarder les normes nationales qui vont être mises en œuvre. Ici, ce que la Cour a fait, c'est aussi la norme législative sur le plan national et vérifier sa conformité au droit international. Donc, il y a une analyse qui me paraît très pertinente de la disposition nationale à la lumière de la disposition internationale pour déterminer dans quelle mesure le contrôle du processus électoral va être un contrôle indépendant, pas biaisé, pas politisé, en faveur d'un parti ou d'un autre. La mise en œuvre, ici encore, elle est approximative. La Côte d'Ivoire a modifié la législation, mais on sait quelle a été l'issue, une issue approximative, une issue non satisfaisante et une issue qui n'empêche pas la politisation du processus. Et encore une fois, la Cour n'a pas les moyens de procéder autrement. Dernier cas de figure, donc, les ordonnances que la Cour a émises dans des affaires concernant la Côte d'Ivoire et le Bénin, je ne sais pas, il y a un son parallèle en anglais. Ah, on a réussi alors. Donc, je parlais des affaires concernant la Côte d'Ivoire et le Bénin où on a des partis d'opposition, des opposants politiques qui ont saisi la Cour avec une particularité, demander des mesures provisoires à la Cour parce que ce dont ils se plaignent, c'est un processus électoral qui affecte leurs droits d'individus parce qu'ils sont exclus du processus électoral, qui affecte leurs droits associatifs, leurs droits en tant que groupe, puisque leurs partis politiques ont été exclus du processus. Et ce qui est intéressant, aussi bien dans l'affaire Guillaume Soro et consorts que dans l'affaire Adiavon, mais aussi plusieurs autres affaires au Bénin, c'est que la Cour a reconnu le risque préjudiciable à ces individus et a demandé à l'État de surseoir au processus électoral. Et je dois avouer que même si je me réjouis théoriquement de ces décisions, je me demande comment elles sont en pratique aptes à être mises en œuvre. Si vous prenez le cas du Bénin, si on surseoit au processus électoral, il y a un problème de transition qui se pose. Le pouvoir qui est là, son mandat va se terminer et il faut mettre en place une transition politique, une transition constitutionnelle. Donc, la décision va créer un certain nombre de difficultés constitutionnelles pour le pays. Ça ne veut pas dire que la décision ne peut pas être mise en œuvre, mais est-ce que les juges ont perçu ce risque? À mon avis, il aurait fallu engager une procédure accélérée pour pouvoir déterminer le fond de l'affaire avant les élections, plutôt que de prendre une ordonnance de mesure provisoire et d'attendre 2 ans, 3 ans que la Cour vide le fond du dossier. Parce que l'impact sur le processus constitutionnel, sur le cadre constitutionnel, me paraît extraordinairement important. Résultat, qu'est-ce que les États ont fait? Ils ont ignoré les ordonnances. La Côte d'Ivoire a eu son processus électoral. Guillaume Soro n'était pas candidat et le nouveau président a prêté ses serments. Il y a eu les législatives et la vie continue son cours. Quand la Cour va rendre sa décision, son arrêt dans 2-3 ans, est-ce qu'on va retourner en arrière pour dire qu'il faut annuler l'élection et Ouattara n'aura pas fait un 3e mandat
Je n'en sais rien, mais je pense que c'est un cafouillis exceptionnel. Au Bénin, la même chose. Le processus électoral suit son cours et le mois prochain, il y aura élection présidentielle au Bénin. Les partis qui participent à l'élection, on sait, ce ne sera pas le parti de Adiavon, les candidats de l'opposition qui ont saisi la Cour et qui ont obtenu l'ordonnance de mesures provisoires ne pourront pas être candidats. Donc, l'exclusion des individus, l'exclusion des partis va donner ses résultats et ces résultats vont être consacrés dans la durée. Et les États, une fois encore, ne se sont pas préoccupés de la mise en œuvre. Au contraire, dans ces deux situations, les États ont estimé qu'ils allaient se retirer et empêcher que des individus saisissent la Cour. Malheureusement, comme je l'ai écrit ailleurs dans la presse locale au Bénin, je regrette que les États ne comprennent pas comment fonctionnent les droits de l'homme ou n'utilisent pas l'expertise adéquate pour défendre leurs intérêts dans les procédures de droits de l'homme et engagent un bras de fer qui n'a pas de raison d'être. Le système qui est mis en place par les États pour améliorer la gouvernance en matière de droits de l'homme. Quand un État se retire, c'est un échec de cet État-là, c'est un échec du système et c'est malheureux que ce soit la voie que les États ont choisie. Donc, 3 jurisprudences sur des questions différentes, une question substantielle et des questions de procédure électorale, où on voit bien que la difficulté principale, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est la mise en œuvre, la capacité de rendre la décision de la Cour effective. Pour conclure, 3 éléments. La contribution de la Cour, elle est substantielle et porte sur l'interprétation des normes que j'ai identifiées, surtout dans les 2 instruments, mais cette contribution, elle manque d'effectivité puisque la Cour n'a pas les moyens de contraindre les États à mettre en œuvre ces décisions. Cela pourra changer à l'avenir avec le régime des sanctions de l'Union africaine puisque les décisions de la Cour sont considérées comme des décisions de l'Union africaine et un État qui ne respecte pas les décisions de l'Union africaine peut faire l'objet de sanctions, mais on sait bien que le Bureau des affaires juridiques, les États n'ont pas encore adopté de directives sur les sanctions et donc on ne peut pas encore mettre en œuvre ces sanctions de façon objective. Deuxième élément de mes conclusions, ce qui semble exclu à ce stade, c'est la contestation des résultats des élections. Parce que si vous regardez bien, il y a des normes substantielles sur les élections, sur la démocratie, sur la gouvernance démocratique. Il y a une jurisprudence sur le processus même, sur l'indépendance des organes de contrôle et tout, mais on n'a pas encore eu d'affaire, à ma connaissance, je n'ai pas vérifié l'ensemble de la jurisprudence, sur la contestation des résultats. Et les affaires de Côte d'Ivoire et du Bénin vont soulever ce problème de contestation des résultats parce que si la Cour conclut que ces individus ont été exclus, que leurs partis politiques ont été exclus, elle devra trancher la question de qu'est-ce qu'il faut faire des résultats des élections qui sont survenus en violation de ces ordonnances portant mesures provisoires. Et ça va être intéressant parce que si la Cour annule les élections qui ont lieu, je donne ma langue au chat, on verra bien ce qui va se passer. Et dernier élément, il y a une crise pluridimensionnelle qui pourrait affecter l'aptitude de la Cour à contribuer au débat de la gouvernance. Il y a d'abord une crise avec les organes politiques de l'Union africaine, avec une prise en compte du bras de fer entre la Commission et le Comité des représentants et le Conseil exécutif sur la liberté sexuelle et sur l'admission du statut d'observateur. Ça, c'est une crise qui pourrait engager la Cour puisque les organes politiques imaginent se débarrasser de la Commission et est-ce que la Cour va accepter leur interprétation? On verra bien. Donc, c'est une crise potentielle qui est importante à mon avis. Il y a ensuite une crise avec les États, avec la série de retraits dont on a parlé. Plus il y a d'États qui se retirent, moins la compétence géographique de la Cour sera importante et la Cour va se rétrécir.
Et ça, ce serait dommage parce qu'il faudrait que la Cour puisse trancher le plus grand nombre de différends vis-à-vis du plus grand nombre d'États pour que le système ait du sens. Enfin, il y a l'extension de la compétence de la Cour avec le chevauchement d'instruments dans le temps, même si cette difficulté-là reste conditionnée par la ratification suffisante par les États. Donc, à mon avis, la Cour joue un rôle important sur le plan de l'interprétation des normes, sur le plan du contrôle du processus électoral et donc de la gouvernance électorale en Afrique, mais ce rôle-là est amoindri par l'absence d'effectivité de mise en œuvre de ces décisions et ces crises à venir peuvent affecter encore plus l'aptitude de la Cour à traiter. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été long, que je n'ai pas fait de digression et je suis le reste comme un étudiant sérieux. Merci bien.